être bref. Je serai bref. Bon, alors, pour parler du travail de longue haleine de cet individu, que j'appellerais un gros travail quand même, qui ne concerne pas forcément le polar. Hein. C'est pour ça que j'étais un peu gêné, moi. Et tant cet écrit concerne d'autres façons de se coltiner toujours la même chose, c'est-à-dire l'histoire, le réel, et aussi, alors en plus, cadeau, un discours crypto-philosophique. Alors s'il y a des gens qui ne comprennent pas les mots, ils vont au bar et ils reviennent après. Donc, ça c'est bizarre, il n'y a personne qui vient. Donc il y a, bon, on va se citer quelques techniques littéraires, le travail sur le nom des personnages, là qui est très Mitteleuropa. Alors je sais que Mitteleuropa c'est une dénomination qui est très en vogue en ce moment. Alors il y a que des intellectuels c'est-à-dire tous les gens assis, qui comprennent ce que ça veut dire, enfin bon. Et parce que c'est d'actualité quand même, les lieux, la gestion d'un certain absurde mortifère, disons, propre à la guerre, on est en plein dedans. Bon. Et la guerre d'Ukraine contre la Russie est typiquement Mitteleuropa, dont toujours on ignore les raisons. C'est une des caractéristiques des guerres de cet endroit-là, c'est qu'on ne sait jamais pourquoi ça commence. D'un sens de l'horreur et de la douleur, de l'injustice, c'est pour ça qu'on écrit les poèmes, propre à un état du monde dont on ne pressent jamais un possible avenir. Résultat, Kafka, pas mort. Alors, il y a un rappel global sur les littératures de genre, de guerre et d'après-guerre. Là, il y a un rappel de celle prédominante de 14-18, évidemment, augmenté de détails plus contemporains que les amateurs pourront trouver. Vous comprenez bien. Alors, c'est un double avantage. On n'est pas obligé d'expliquer, on cite simplement. Et comme il y a que des intellectuels pour lire ce genre de bouquin, on n'a pas besoin de... Prouvant que rien ne change vraiment sous le soleil caché de la faiblesse humaine. J'adore cette phrase. Rien n'est changé. C'est pas vrai. Sous le soleil caché de la faiblesse humaine. Et que l'horreur est là, présente encore. Et d'autant plus que la guerre en Ukraine vient de raviver de douloureuses réalités. L'enquête n'est pas vraiment passionnante. Avec, faut se faire un peu chier dans ce bouquin. On se demande même de temps en temps pourquoi l'avoir choisi. Et l'on sent que là n'est pas, là ne réside pas l'importance du récit quand même. Il y a une deuxième page. Hein. Ce n'est pas non plus dans la. Ce n'est pas non plus dans la description du malheur précise, parce que ça on est habitué depuis le début du siècle de ce genre de pratique. Ça meurt tout le temps. Donc surtout à la fin des chapitres importants. Donc ça c'est pas une découverte non plus. Mais ce qui change pas, c'est une espèce de style froid, chirurgical, non investi, qui est comme une espèce de grammaire permanente. Et l'intérêt est ailleurs. Et moi je vois surtout les accidents de fiction, donc des accidents stylistiques. Si je suis un peu compliqué, vous pouvez toujours aller au bar. Les personnages qui sont témoins de toute cette histoire, en fait, meurent assez vite, et presque tous au cours du témoignage. Ce qui donne comme un aveu d'impuissance générale. Quelquefois, un style volontairement berlificoté, littéraire et répétitif, qui s'oppose obligatoirement à la sécheresse des faits. Partout, une tristesse permanente, volontairement kafkaïenne, encore une fois,
et tristement absurde. Voir, j'adore le mot voir, voir le désespoir latent à une modernité qui n'a pas de porte de sortie, et on voit que quand il y en a une, elle n'est pas forcément rigolote. En filigrane, quelque chose qui subsiste quand même, c'est le suicide. Le suicide d'une société, le suicide des êtres, le suicide de composantes sociales. La résolution est aussi pauvre, voire banale, comme le mal frappant le monde. L'enquêteur ne résout rien. Il apporte souvent comme réponse une folie répétitive, inopérante, c'est-à-dire un échec mental. Et c'est là que ce récit se situe vraiment dans le roman noir. Je vous remercie. Oui, vas-y, donne-lui. Moi, je donne des sous. Ta photo. La dernière fois que je tiens cet objet. Alors, mon cher Destremo, ça fait... en fait, tu as eu raison de tenir pendant 42 ans, c'est 42 ans pour enfin avoir ce trophée que même les Américains nous envient. C'est peut-être moins joli que le trophée, mais enfin, une petite dotation, voilà. Ben oui, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Madame Didier, bon voilà. Un discours. Oui, tu peux faire bref. Donc je vais essayer de faire très bref. Ça tombe bien parce que pour une fois je n'ai pas préparé de discours, donc c'est très bien parce que tous les ans je suis obligé de me fader un discours dans le cadre de mes activités professionnelles et cette fois je ne l'ai pas écrit, donc ça va être compliqué, surtout de passer après le discours de qui est une belle lecture. Surtout. Non, mais qui est une vraie lecture à plein d'égards du roman et même moi je trouve des interprétations que je n'avais pas forcément saisies dans mon propre travail, donc c'est pas plus mal. Merci pour ça. Et puis merci à vous tous et toutes surtout parce que c'est un prix de lecteur et voilà, un prix de lecteur c'est toujours un prix particulier, c'est un prix avec des jurés qui se réunissent et qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Je m'occupe aussi parfois de prix littéraires et je peux vous dire que c'est pas toujours évident, donc je sais que ça a dû échanger sévère sur les différents titres, avec parfois des points de vue sans doute opposés les uns aux autres. J'espère cependant que malgré tout, même ceux qui n'ont pas voté pour ce livre s'y retrouvent tout de même et y ont trouvé quand même quelque chose et en tout cas un certain plaisir de lecture. Je sais que c'est un livre qui n'est pas classique dans le sens de sa construction et dans le genre, dans le champ du roman noir. Il est à cheval entre plusieurs genres, il est à cheval entre plusieurs dénominations possibles. Pour moi, c'est d'abord un roman, et avant tout un roman, quelle que soit la façon dont on construit l'histoire. Au lecteur de l'interpréter à sa sauce et de le ranger où il veut dans sa bibliothèque. Quelque part, ça ne me concerne plus. C'est pas vraiment ça mon problème. Mon problème, c'est de vous donner à lire quelque chose et d'espérer que vous y trouverez un plaisir de lecture et d'autres points de vue derrière qui vous feront réfléchir ou vous donneront envie d'aller voir d'autres choses encore. Voilà, donc merci encore beaucoup pour ce prix et j'espère que le salon continuera sur sa lancée encore des années avec plein d'autres prix et plein de primo-romanciers ici. On va quitter la scène, on va laisser la place
aux deux coprésidents du prix Morvan, et puis à Christophe qui est en responsabilité du prix, et puis aux lauréats. Donc voilà, nous on s'en va et on te laisse le micro, Christophe. Ça va aller quand même? Ouais. Jean-Bernard, c'est dans le champ. Alors on va remettre le prix Morvan de la bande dessinée, c'est bien comme ça qu'il faut le dire. Le prix Morvan de la bande dessinée qui a été décerné à Romain Renard pour Melville, le troisième tome de son cycle, de sa trilogie, presque trilogie. Donc le jury souverain s'est réuni et a discuté, il y a eu des discussions extrêmement passionnées, il n'y a pas eu de baston, ce qui prouve quand même qu'on est arrivé à quand même un relatif consensus, évidemment c'est arrivé assez naturellement que de manière très nette ton album remporte ce prix, ça a été assez clair, il n'y a pas eu photo comme on dit. Voilà, donc ça s'appelle Melville. Moi, je vais faire un discours bref, vraiment bref. Ça s'appelle Melville et c'est le troisième volet d'une somme, d'un cycle qui s'articule autour d'un lieu, une petite ville qui s'appelle Melville. Et chacun des trois tomes correspond au point de vue d'un personnage différent. Ça, c'est une construction assez savante et assez complexe. Et donc c'est le troisième volet qui vient clore le cycle. Et je crois qu'il y a aussi un volet complémentaire qui s'appelle Les Chroniques de Melville qui est sorti au même moment. Donc il s'agit d'une œuvre, d'un univers, un peu d'une œuvre monde. Il y a pas mal de... C'est très complet, on s'immerge dedans, il y a une grosse dimension, une dimension immersive un peu dans cette bande dessinée. Techniquement, on appelle ça un roman graphique, paraît-il, mais c'est le roman graphique, ça va rien dire. C'est de la bande dessinée, ça veut juste dire une bande dessinée hors format franco-belge traditionnel. Effectivement, c'est une bande dessinée à forte pagination. Donc on plonge dedans, on rentre dedans, on s'immerge dedans et on en sort évidemment pas indemne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui, comment? C'est en couleur. Alors c'est en couleur, voire en texture, avec un travail... comment? Dis-le avec tes mots. Il y a un côté aura un peu, j'ai l'impression qu'il y a à la fois le présent qui est convoqué avec le passé, la nostalgie, les choses se mélangent de manière étrange. Ça apporte une profondeur vraiment à l'histoire, j'ai trouvé, avec le lecteur, c'est une indication, mais je crois que c'est unanime, quoi. Voilà. À côté de Twin Peaks, je veux dire, si on devait, c'est fort différent, mais si on devait juste dire un mot pour avoir un comparatif, peut-être que les gens avaient une idée là c'est plus proche de Twin Peaks que de Astérix et Obélix par exemple. Voilà. Mais c'est pas faux. Et comme je disais, c'est une œuvre monde, un univers, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une dimension musicale qui est associée au projet, parce que tu es musicien par ailleurs. Donc il y a un complément d'information musicale qui est précisé. C'est une BD, c'est une BD multimédia qui sort du cadre de l'album de bande dessinée pour nous envoyer aussi vers d'autres liens, d'autres choses. Donc il s'agit vraiment d'un univers dans lequel tout est convoqué, dans lequel on peut plonger, dans lequel il faut encore une fois s'immerger. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Pour donc Melville de Romain Renard, que vous pouvez applaudir très fort. Je vais peut-être dire un mot. Avant tout, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup d'être ici. Ça me touche beaucoup d'être lu comme ça. Aussi bien. C'est un travail de 10 ans. Et quand vous parliez
parliez du présent qui convoque le passé et aussi le futur. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans ces pages. C'est plus ou moins 1000 pages finalement maintenant, l'ensemble du cycle. Et j'ai tenté de mettre en fait tout ce qui me fait peur. Et je pense que ce qui me fait tous les degrés d'hiver un peu peur, c'est finalement de partir. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce qui reste surtout de nous? Qu'est-ce qu'on va raconter de nous? Et j'ai l'impression que la fiction a ce pouvoir magique de rendre vivant et des lieux et ses habitants. C'est ce que j'essaie de faire avec une arène qui n'existe pas, mais qui existe parce qu'elle est vue. Et de travailler en même temps, effectivement, cette mélancolie, cette nostalgie, la nostalgie, cette condamnation que l'on a de la naissance, et en même temps ce formidable cadeau de vivre avec des interactions qui vont être notre passage, une brève parenthèse. Ça parle de ça, sur le thème plus générique comme la filiation, comme l'héritage, comme le temps. J'accorde beaucoup d'importance au temps de lecture et au temps même physique dans le récit. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très touché. Merci beaucoup. C'est formidable. Vous aviez reçu mon chèque. Merci. Et je suis d'autant plus touché que dans ce dernier tome, ce cormoran est l'unique prix sur ce livre. Je suis des livres pour des prix pour donc ça me touche vraiment beaucoup d'être ici, de connaître ça. Merci.